Dans le contrôle de qualité, nous considérons essentiellement deux techniques. La première consiste à faire un contrôle statistique des processus ou des procédés et qui consiste à déterminer à quel moment le processus de production varie anormalement par rapport à sa variation normale ou naturelle. Ce type de contrôle se fait sur les produits au cours de la production, par exemple le cas d'une production de remplissage de bouteilles de désinfectants. Dans le cas idéal, les bouteilles sont remplies à 1000 ml par bouteille, mais dans le cas réel, on peut en remarquer, si on analyse bien sûr à l'échantillon de bonne taille, qu'il existe des bouteilles qui sont remplies à 1001 ml ou 999 ml. Le contrôle statistique des processus permet d'identifier si le processus de production respecte bien les variations normales du procédé. Ensuite, nous distinguons le contrôle par échantillonnage. Pour le contrôle par échantillonnage, on y recourt fréquemment suite à l'acquisition de produits. Il permet de juger la qualité du lot réceptionné à partir d'un contrôle qualité réalisé sur un échantillon de produits. Donc, nous avons un grand lot de produits. Parmi ce lot, nous allons tirer au hasard un échantillon et l'analyser. Par exemple, on désire acheter 100 casques audio d'un fournisseur donné et lors de la réception, on désire procéder à un contrôle de la qualité. Or, il faut assez de temps pour tester les 100 casques, donc la solution sera de procéder à un contrôle par échantillonnage. Ici, le responsable de la qualité va proposer de tirer au hasard un échantillon qui sera formé par exemple de 10 casques parmi les 100 achetés. Si l'échantillon formé par les 10 casques est de bonne qualité, donc on va accepter tout le lot. Et si cet échantillon de 10 casques n'est pas de bonne qualité, donc on va refuser tout le lot. Ainsi, l'acceptation ou le rejet du lot est basé sur l'échantillon. Et ici, on parle d'un contrôle par échantillonnage. Donc le but du contrôle par échantillonnage, qui sera donc le sujet de cette vidéo, est d'aider à décider si un lot doit être accepté ou refusé lorsqu'un contrôle à 100% est impossible. Pourquoi ce contrôle est impossible? On va le voir dans la suite. Donc, pour l'applicabilité du contrôle par échantillonnage, il est utilisé si l'inspection à 100% est impossible, vu que les coûts des tests est très élevé, ou que le test implique la destruction du produit, ou il y a trop d'articles à inspecter et le taux d'erreur est tellement élevé qu'on rejetterait le lot de toute façon. Mais on n'utilise pas ce contrôle par échantillonnage lorsque le coût d'une unité est très élevé. Par exemple, pour le cas des smartphones. Les smartphones ont un coût très élevé, donc dans ce cas, on ne peut pas faire un contrôle par échantillonnage car la pièce qui sera défectueuse et qui n'est pas découverte lors du contrôle de qualité va coûter très cher par la suite. On n'utilise aussi pas le contrôle par échantillonnage lorsque l'utilisation d'une unité défectueuse peut entraîner des graves conséquences. Par exemple, le cas des parachutes. Passons maintenant au plan d'échantillonnage simple. D'un lot de taille grand N, on va prélever un échantillon de taille petit n. Donc ici, il faut faire la distinction entre grand N, qui est la taille de tout le lot, et petit n, qui sera la taille de l'échantillon. Par exemple, dans l'exemple précédent, grand N égale 100 casques audio, petit n égale à 10 casques audio. Et on acceptera le lot s'il existe au plus C articles défectueux dans cet échantillon. Donc s'il existe plus que ces articles, l'échantillon nous indique qu'il faut rejeter tout le lot. Par exemple ici nous avons un lot de taille grand N qui est égal à 18. Donc nous avons 18 articles et nous allons tirer un échantillon de taille petit n égal à 4. Donc nous allons tirer 4 articles avec D qui indique le nombre de pièces défectueuses et qui est égal à 1 ici. Si C est inférieur ou égal à 2, on va accepter le lot, sinon on va le refuser. Par exemple, si nous avons tiré un échantillon qui va contenir les 3 pièces qui sont en rouge, on va automatiquement rejeter tout le lot de 18 unités. Maintenant, parlons des risques associés au contrôle de qualité. Donc, nous allons faire un test sur un échantillon de taille N. Si le nombre de pièces défectueuses petit d est supérieur à C, on va rejeter N. Et si le D est inférieur ou égal à C, on va accepter N. Donc si le D ici par exemple est égal à 1 ou 2 ou 0, on accepte. Si c'est égal à 3, on va automatiquement rejeter. Donc nous sommes dans le premier cas de décision. Ce rejet constitue un risque. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'échantillon que nous avons tiré. Si dans la situation réelle, le lot de taille grand N est mauvais,
Donc notre décision est valable. Nous avons rejeté et de toute façon la situation réelle nous indique que l'échantillon en lui-même a une très mauvaise qualité. Donc la décision est valable et correcte. Si le lot de taille grand N est bon, mais que par hasard nous sommes tombés dans le cas où le nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon de taille petit n est supérieur à C, ici on parle donc d'une sorte d'injustice pour le fournisseur et le résultat final sera une décision erronée et on parle d'une erreur de type alpha ou un risque alpha. C'est le risque du fournisseur, c'est-à-dire le risque de se voir refuser un lot dont le pourcentage de mauvaises unités est acceptable. Il se peut que le lot soit bon, mais que nous sommes tombés sur un mauvais échantillon. C'est un risque pour le fournisseur, c'est le vendeur qui prend ce risque. Maintenant, prenons le deuxième cas. Pour le deuxième cas, où on va accepter, nous avons un nombre de pièces défectueuses qui est inférieur ou égal à C. Donc automatiquement, nous allons accepter le lot de taille grand N. Si le lot de taille grand N dans la situation réelle est bon, donc notre décision est valable et il n'y a pas de problème. Si le lot en lui-même est de mauvaise qualité, alors que nous avons accepté le lot, ici on parle d'une décision erronée où l'erreur est de type bêta. C'est le risque bêta ou le risque du client aussi. Le risque du client est le risque d'accepter un lot comportant un niveau à peine tolérable de mauvaise unité. Ce niveau est appelé niveau de qualité tolérée, qu'on va appeler par la suite NQT. Donc nous avons deux types de risques. Le risque alpha, c'est le risque du fournisseur, et le risque bêta, c'est le risque du client ou du receveur.